salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, les amis. Comme d'habitude, content de vous retrouver ce soir avec notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Écoutez, je suis désolé d'être un peu en retard et de faire une vidéo relativement courte. Voilà, cet après-midi, je suis allé à Argenteuil pour faire une vidéo. Argenteuil est une belle banlieue, à 10 minutes de Paris. Et puis, il y a eu les dérèglements des transports. C'est quelque chose d'horrible qui vous tombe comme ça. Il paraît que ça arrive comme ça, à l'improviste. Et donc, je suis rentré fourbu vers 19h. J'ai eu à peine le C'est pas temps grave, de... monsieur Cohen, c'est pas grave, on vous en veut pas. L'essentiel, c'est qu'on va pouvoir faire notre petite chronique Voilà, cette semaine, elle sera écourtée. Et, voilà. euh, et d'ailleurs, les amis, je vous invite à partager un maximum pour qu'elle soit vue un maximum. Pour celles et ceux qui veulent participer, il y aura peut-être une ou deux questions, mais ce ne sera pas long ce soir. Monsieur Cohen, je vous donne la parole, c'est à vous. Voilà, donc j'ai intitulé la vidéo de ce soir Trump pris au piège. Et c'est pathétique de voir cet homme, euh, vraiment parfois il fait pitié. Parce que enfin moi je comprends quand on passe ses interviews à la Maison Blanche ou au bord de son avion, il est réellement pathétique. Il perd les pédales. Ah, je ne sais pas s'il le fait exprès, hein, c'est un excellent comédien, mais il perd les pédales, il parle de n'importe quoi, il se contredit. Par exemple, ce matin, il a dit comme ça, il a dit, vous savez, j'ai sauvé 8 Iraniennes de la mort, 8 très belles jeunes filles iraniennes. Je les ai sauvées. Elles allaient être condamnées à mort et j'ai appelé le responsable iranien et j'ai demandé qu'elles soient graciées. Elles l'ont été. C'est un type qui est complètement à la ramasse. Alors, c'est ce week-end-là, il va envoyer Witkoff et Kouchner à Islamabad, alors que les Iraniens lui ont dit on ne veut pas négocier. Il n'est pas question de négocier. Il ferme le détroit d'Ormuz et après, il bloque. Vous savez que c'est comme, vous savez, comme au poker ou à la belote, je ne sais plus. Vous savez, quand on surjoue, quand quelqu'un, par exemple, met un truc, on répond et on relance. Alors, il fait la même chose. Et donc, il est complètement perdu. Et en fait, il ne sait pas quoi faire. Voilà, il voudrait se tirer de ce guêpier, sauf que les Israéliens lui disent il n'en est pas question. Vous savez que à la réunion d'Islamabad, il y a maintenant 10 jours, ils étaient très proches d'un accord, un accord global. Voilà. Vous savez que Trump avait accepté les 10 points de l'Iran et ils auraient pu trouver un accord. Bon, voilà, après tout, on arrête. On a vu que ça ne marchait pas, etc. Qui dirigeait la délégation américaine? Vance, DJ Vance. Et qui Vance a appelé pour lui dire est-ce que je signe ou pas? C'est une question à 1 000 euros. Il a appelé, pas Trump, il a appelé Netanyahou. Netanyahou, c'est son vrai boss. Voilà, le vrai boss de l'Amérique, c'est Netanyahou. Vance a appelé Netanyahou. Et Netanyahou lui dit, il n'est pas question que tu signes. Il faut rentrer immédiatement à Washington. Voilà. Entre parenthèses, pour ceux qui se font des illusions sur Vance, comme on s'est fait des illusions sur Trump, et j'en ai fait partie, et je le reconnais, et j'en suis navré. Pour ceux qui se font des illusions sur Vance, genre, oui, il est obligé, pas du tout. Vance a compris que s'il veut devenir président, il faut qu'il se plie, qu'il rampe devant le lobby. Il y a quelques jours, il a envoyé sa femme, c'est pas innocent, il a envoyé sa femme assister à un meeting avec Adelson. Adelson, c'est la veuve d'un milliardaire juif américain qui a fait fortune dans les casinos de Las Vegas
et qui a donné 100 millions de dollars à Trump, et donc elle le tient. Vous ne savez pas où elle le tient, mais elle le tient. Et donc Vance a envoyé sa femme rencontrer à un meeting avec Adelson, et se sont embrassés, et patati et patata. Donc, voilà, Vance a compris que la réalité du pouvoir aux États-Unis est entre les mains d'Israël, est entre les mains de Netanyahou. Netanyahou fait la pluie et le beau temps. Or, Netanyahou ne veut pas que la guerre s'arrête. Parce que pour Israël, si la guerre s'arrête, ça serait un bonus pour l'Iran, une défaite relative pour l'Amérique, et ça serait la catastrophe. C'est-à-dire que les pays du Golfe, au lieu de normaliser les relations avec Israël, vont s'acoquiner avec l'Iran. Parce qu'en fait, pourquoi les pays du Golfe ont accepté la normalisation, le parapluie américain, etc. Parce qu'ils avaient peur. En tout cas, on leur a fait craindre comme quoi l'Iran allait leur faire ceci, cela. Mais ils vont se rendre compte que le parapluie américano-sioniste est troué. Il ne vaut rien. Et qu'il vaut mieux s'entendre avec l'Iran. Après tout, pourquoi dépenser des centaines de milliards à acheter des armes américaines qui ne servent à rien, à payer des bases américaines qui ne servent à rien, et à risquer l'effondrement? Parce que quel est le problème de Trump finalement? Il bombe le torse, c'est normal, c'est l'Amérique, c'est le Yankee. Donc il dit, attention, on va vous bombarder. Bon, très bien. Et s'il bombarde, on lui a dit, on lui a fait comprendre que s'il bombarde, les pays du Golfe, c'est fini. Et Israël, c'est fini. Et là, il est coincé parce que, bon. Et puis, il y a aussi le monde traverse une récession terrible. Juste un exemple, enfin, mais comme ça, en passant, Lufthansa, la grande compagnie allemande, elle a annulé pour cet été 20 000 vols. Rien que Lufthansa, cet été, a annulé 20 000 vols. Pourquoi? Parce que le kérosène coûte trop cher et il doit être rationné. Est-ce que vous imaginez ce que c'est 20 000 vols? 20 000 vols, c'est d'abord mettre au chômage des équipages. Ce sont des gens qui allaient peut-être dans des congrès, qui allaient en touriste. Donc, ces affaires touristiques vont tomber à l'eau. Ces business, tous ces business, ces rencontres de business, etc., vont tomber à l'eau. Et ça, Lufthansa, c'est juste un exemple. Mais il faut multiplier cet exemple par 10, par 100. La Corée du Sud, qui est même la Corée du Sud et le Japon, commencent à se demander, mais à quoi ça sert d'avoir un allié comme l'Amérique? Puisque la première des choses qu'il fait, cet allié, c'est de leur dire, ah, vous avez des missiles patriotes, on va vous les prendre, on en a besoin pour défendre Israël. Donc voilà, Taïwan, ben, on s'en fiche finalement. Le Japon, on s'en fiche. Donc le Japon a pris langue avec la Russie. Ils ne sont pas cons. Ils se sont dit, bon, voilà, la Russie est un allié stable, solide, fiable. On peut négocier avec lui des contrats, etc. Et voilà comment, et aussi sur le plan intérieur, la situation aux États-Unis, vraiment, enfin bon, je n'ai pas vraiment le temps, il aurait fallu que je prenne des notes, mais elle est catastrophique, vraiment catastrophique pour l'Américain moyen. Vous savez, l'essence, la base, c'est, comment dire, c'est l'oxygène du pays, c'est le sang. C'est comme le corps a besoin du sang qui circule. Là-bas, l'essence, le diesel et le kérosène, c'est le cœur du pays. Vous augmentez, tous ces produits ont augmenté de 30 à 40%. C'est une catastrophe. Les gens ne s'en sortent pas. Et il y a des témoignages
Et pourtant, bon, Trump continue à faire comme si, ben, il est, vous savez, il nous fait regretter Biden. C'est dire, enfin, je veux dire, nous faire regretter Biden, c'est quand même quelque chose. Au moins, Biden, il s'endormait, mais il disait pas de conneries. Alors que là, mais on se croirait en Corée du Nord. Je vous assure, enfin, si vous comprenez un peu l'anglais, on se croirait en Corée du Nord. C'est-à-dire, il y a Trump qui arrive, ou ses ministres, ses secrétaires d'État, et ils disent, mais tout va bien, mais c'est magnifique, mais pas du tout, mais vous savez, l'augmentation de l'essence, c'est rien du tout, c'est provisoire, mais on n'a jamais eu autant. Mais c'est pas possible. Comment ce pays a pu tomber aussi bas? Ce pays, il a élu un clown, et un clown gangster. En plus, c'est un gangster, c'est un mafieux. Vous savez que, vous avez par exemple, vous dites, le prix de l'essence, il est aujourd'hui à 97 euros. Bon. Trump s'arrange, parce que vous savez comment ça marche, le prix du baril. Le vendredi, on arrête la fixation du baril, d'accord? C'est-à-dire, on attend le lundi matin. Et les marchés ouvrent en général en Asie, puisqu'ils sont en avance sur nous, le soleil se lève plutôt là-bas. Et donc, il s'arrange pour le vendredi après-midi, en fin d'après-midi, il dit, ça y est, nous allons trouver un accord. On va envoyer Witkoff et Kushner à Islamabad, et les marchés complices, ils font en sorte de bloquer le prix du baril à 97. Sauf qu'il y a deux arnaques là-dedans. La première arnaque, c'est que quand on vous dit, les gens se disent, oh ben 97, bon, ça va, c'est pas dramatique, c'est pas 150, c'est pas 200. Sauf que quand on vous dit 97, ça veut dire que quand il y a un pétrolier qui franchit, mettons, le détroit d'Ormuz. Il a, mettons, pour 2 millions, enfin, je ne sais pas, mettons 1 million de barils, voilà. Bon. Ce pétrolier, il s'en va, il a acheté à 97. Mettons, il va en Corée du Sud. Mais ça, c'est une pratique courante. C'est pas, ce que je vous dis là n'est pas exceptionnel à l'époque. Il fait 100 kilomètres et il reçoit l'ordre, il dit, on a acheté la cargaison à 105. Donc, il faut vous déporter vers la Malaisie. Ah bon, très bien. Prends la direction de la Malaisie. Et après avoir fait 50 kilomètres, il reçoit un appel, il dit, il y a un acheteur qui a payé 115 euros, il faut aller en Thaïlande. Très bien, on va en Thaïlande. Et en fin de compte, ce baril, il a coûté 145 euros, 150 euros. Aujourd'hui, et je vous cite Jacques Sapir. Donc, c'est la référence. Alors, quand on parle d'économie internationale, Jacques Sapir, c'est le top du top. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le baril réel, le prix réel du baril, c'est pas ce qu'on vous dit à la télévision pour vous rassurer, 97. Aujourd'hui, concrètement, de la main à la main, il vaut entre 150 et 160. Voilà. Mais Trump, il fait un peu, vous savez, ceux qui font un peu les, comment dire, vous savez, comment il s'appelle ce jeu de cartes quand on voit aux puces, bon. Et ça d'une part. Deuxièmement, Trump est un mafieux. Parce que lorsqu'il leur dit, ça y est, on a trouvé un accord le vendredi, c'est un quart d'heure avant, il a donné l'information à son fils et à ses copains, qui misent des milliards sur la baisse du baril. Et il y a des délits d'initiés qui portent sur des milliards et des milliards. Et aux États-Unis, en général, ce genre de choses ne passe pas facilement. Donc, le jour viendra où on fera des comptes. C'est-à-dire, on va demander
on va se rendre compte, parce que quand on gagne $1 milliard, quand le fils de Trump gagne $1 milliard sur, sur un placement un quart d'heure avant, c'est qu'il avait eu une information. Et donc la famille de Trump s'est enrichie de plusieurs milliards. C'est un vrai mafieux. C'est quelqu'un. Enfin, c'est vraiment, on découvre un personnage assez hallucinant. Voilà. Et cette guerre qu'il a lancée parce qu'il a cru, en tout cas, on lui a fait comprendre, hein, et à mon avis, où il n'a pas pu faire autrement, où il a cru qu'il allait gagner, remporter une victoire rapide et devenir un peu le nouveau Messie. Et là, maintenant, il est coincé, il ne sait plus quoi faire. Parce que même signer, il pourrait signer un accord où genre l'Iran lui donnerait l'illusion d'avoir d'avoir signé un accord sur le contrôle nucléaire, etc., pour sauver la face. Mais le problème, c'est Israël. Vous savez, moi, je me dis, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on se dira, mais comment un petit pays de quelques millions d'habitants a pu mettre la main sur une grande puissance telle que l'Amérique? D'autant plus que l'Amérique était un pays qui n'aimait pas les Juifs, pour dire en anglais ce qu'on appelle un understatement, c'est-à-dire un euphémisme, voilà, pour rester poli. La société américaine n'a jamais aimé les Juifs. Bon, je crois que j'en ai parlé de temps en temps comme ça, je vous ai dit. Henry Ford, avait écrit un livre en 1924-25 sur le pouvoir juif, sur la nuisance juive. Je ne l'ai pas lu, mais je connais un peu le contenu. Je crois que Mein Kampf à côté. Bon. Donc, c'est une société qui n'aimait pas les juifs. Enfin, qui n'était pas, comment dire, qui n'aimait pas, voilà. Bon. Et jusque dans les années 60. Et comment ce petit pays, cette petite communauté a réussi à contrôler. Il contrôle, voilà. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Il contrôle, voilà. Tu es président des États-Unis, et ben, tu obéis à Netanyahu. Point barre. Voilà. Vous savez, quand ils sont réunis, imaginez Macron, il réunit un conseil de défense. Un conseil de défense, il y a tous les responsables autour de Macron. Est-ce qu'ils vont inviter un président étranger? Enfin, je veux dire, c'est inimaginable. Eh bien, aux États-Unis, c'est la règle. Voilà. Lorsque la décision a été prise d'attaquer l'Iran, là-bas, le conseil de défense s'appelle The Situation Room. Voilà, la salle de situation. Voilà. C'est-à-dire la salle où sont prises les grandes décisions. Mais c'est Netanyahou qui occupait la place de choix. Enfin, c'est juste. Moi, voilà. Donc, la situation de Trump, et il est. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Franchement, d'un côté, il envoie des troupes, il envoie des porte-avions, mais je ne sais pas, on a dû. En plus, oui, faut vous dire une chose. Lui, Trump, et son ministre de la guerre, Exet est complètement taré. Hein. Il paraît que c'est un alcoolo qui est taré. Trump et Exet ont renvoyé, tenez-vous bien, hein, 34 responsables militaires, pas des colonels et des capitaines, les plus hauts gradés. Voilà. Ils ont coupé toutes les têtes. Moi, franchement, j'espère qu'il ne va pas faire de conneries. Vous savez qu'on dit, bon, je vais finir là, on prendra une ou deux petites questions. D'après Larry Johnson, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ancien de la CIA, etc.
il semble, évidemment, ce n'est pas confirmé officiellement, mais il semble que Trump est allé voir le chef d'état-major et lui a dit « Montrez-moi comment fonctionne le bouton nucléaire ». Et le chef d'état-major lui a dit « Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. » Voilà. Parce qu'ils savent qu'il est fou, ce type. Il est taré. Ben, moi, quand je l'écoute, je me dis « Mais c'est pas possible. Il est taré. » Et voilà. Donc, au moins, enfin, si c'est vrai, au moins, il n'aura pas à utiliser l'arme nucléaire. Voilà, Walid, s'il y a une ou deux questions, et après, Oui. Voilà, je suis encore désolé pour ce soir, mais voilà. Très bien. Vous m'entendez là, M. Cohen? Oui, oui. Alors, alors, juste pour préciser, vous avez parlé d'un baril à 97. Alors, ce soir, vendredi, il clôture à 104,50 € hein, le Brent. Mais vous, comme vous l'avez expliqué, donc il est selon vous échangé plus à 150, 160 $. Prix fictif. Voilà, Il ok. se réellement, concrètement. C'est-à-dire, même si on vous dit les 97, le temps que le tanker arrive à destination, il est passé à 150. Voilà. Ouais, effectivement. Autre chose, est-ce que, moi, une première question, est-ce que l'ombre d'Epstein plane au-dessus des épaules de Trump pour se soumettre autant à Netanyahou? Il y a l'ombre d'Epstein, mais je ne crois pas que ce soit la seule raison. Voilà, c'est-à-dire, tout l'entourage, c'est-à-dire le lobby a imposé à Trump un entourage sioniste, voilà, entièrement sioniste. Rubio, etc. C'est-à-dire, en fait, pas seulement l'entourage connu, les ministres. Moi qui écoute enfin pas mal de reportages américains, l'entourage, par exemple, sa directrice de comment l'équivalent des directeurs de cabinet, voilà. C'est une dame qui est, enfin, je ne sais pas si elle est israélienne, si elle a la nationalité israélienne, mais elle est quasiment un agent du Mossad, voilà, quasiment. C'est-à-dire que pratiquement l'entourage de Trump, il est entièrement extrémiste. C'est même pas sioniste, il est extrémiste. Ça veut dire qu'il ne peut pas bouger. C'est-à-dire que quand il a été nommé président, quand il a occupé la maison, le bureau ovale, on lui a dit, voilà qui tu vas prendre et qui tu ne vas pas prendre. Voilà. Donc, déjà, il est entouré. Et puis, vous avez tous les responsables du Sénat, de la Chambre des représentants, qui sont, la plupart, comment dire, ce sont des gens qui ont été achetés par l'AIPAC. Bon, maintenant, si vous voulez, l'atmosphère est en train de changer aux États-Unis, mais pas encore au niveau, peut-être il y aura un impact réel dans les élections de mi-mandat. Mais on verra. Mais la tendance dans le peuple, dans la classe moyenne, les élections de base sont anti-israéliennes. Est-ce que ça atteindra, je doute, enfin, ça commencera à se faire sentir, mais c'est un processus qui, à mon avis, est irréversible. Voilà. Et donc, ça joue autant, sinon plus, que l'affaire Epstein. Très bien. Alors, on va accueillir Gilles. Bonsoir, Gilles, notre fidèle Gilles de la Martinique, je crois, de la Guadeloupe. La Guadeloupe. Bonsoir à tous. Et bonsoir à M. Cohen. Bonsoir. Je suis fait court de ma question. Alors, M. Cohen, il semblerait qu'il y ait un certain nombre de scientifiques, en particulier dans des secteurs stratégiques du nucléaire ou de l'antigravité, qui auraient été assassinés aux États-Unis. Je réfléchissais à quelque chose parce qu'il y avait le programme Paperclip dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait mes recherches et les Soviétiques de l'époque, les Français et les États-Unis ont tous mis les anciens scientifiques allemands de côté. Or là, on voit que maintenant les scientifiques dans des secteurs stratégiques sont assassinés. Et je me posais la question de savoir quel est le pays qui serait capable
d'assassiner des scientifiques dans des secteurs aussi pointus. Et mon regard se tournait vers le pays qu'on ne peut pas nommer sous peine d'antisémitisme par rapport à la loi Yadan. Alors donc, le seul pays que je vois qui est capable d'assassiner des scientifiques, eh bien, il l'a fait en Iran. Je voulais avoir votre opinion sur ce sujet. Merci, Gilles. Alors, oui. Alors, je n'étais pas au courant de ces assassinats aux États-Unis. Il faudrait que je vais essayer de me renseigner. Mais il n'y a qu'un seul pays. Et comme la loi Yadan n'a pas encore été votée, je me permets de dire que le seul pays qui peut faire ça, c'est Israël. Les Israéliens sont connus, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont redoutés, parce qu'ils ne reculent devant rien. Combien ils ont assassiné ils ont assassiné des centaines d'Iraniens, ils ont assassiné des Irakiens. Tout le programme irakien, par exemple. Vous savez que la France avait signé pour la construction d'une centrale nucléaire en Irak. Une centrale nucléaire civile, complètement à ciel ouvert. Mais pour Israël, il n'était pas question qu'un pays arabe acquiert la connaissance nucléaire. Mais beaucoup de ces scientifiques, dont le président, le chef lui-même, qui était venu en France clandestinement, ou en tout cas sous couvert, ont été assassinés par le Mossad. Et ceux qui veulent avoir des informations supplémentaires, s'ils peuvent trouver le bouquin, c'est celui de Victor Ostrovsky, un ancien agent du Mossad, qui avait démissionné dans les années 80. J'ai lu le livre, et d'ailleurs, je le cite souvent dans ces cas-là. Dans la vidéo que j'ai faite cet après-midi, je mettrai le lien. J'ai beaucoup parlé de cette affaire, c'est-à-dire que les Sayanim français qui ont donné, qui ont trahi, qui ont mis en danger ce programme nucléaire en donnant les noms et en permettant au Mossad de les assassiner, ont trahi leur pays, ont trahi la France. Mais ça, c'est connu. Vous savez, par exemple, vous savez, dans les années 80, à chaque fois que l'OLP, un dirigeant de l'OLP, disait bon, écoutez, on va reconnaître Israël, on va tenter de faire la paix, etc. Il était assassiné. Et il y avait quelqu'un, je regrette d'avoir oublié le nom, qui était le représentant de l'OLP à Lisbonne. Il était très connu, très connu. Je crois qu'il a été assassiné en 1988, 89, enfin bon. Mais tout simplement parce qu'il représentait un danger pour les Israéliens. Et chaque fois que quelqu'un représentait un danger, il n'hésite pas à l'assassiner. Donc ça ne m'étonne absolument pas de leur part. Il y a très peu de services secrets. À mon avis, il n'y a quasiment aucun service secret qui ait un service d'assassinat. Le Mossad possède un département d'assassins, voilà, qui s'appelle la baïonnette. Voilà. En hébreu, qui donne, voilà, c'est-à-dire la baïonnette, ou qui organise les assassinats. Voilà. Alors, on prend une dernière question, Wally, ou... Oui, Monsieur Cohen. Alors, il y avait des questions intéressantes ici sur le chat. Il y a une question sur laquelle le PDG de BlackRock aurait sommé Trump et Netanyahou de mettre fin à la guerre car ce fonds d'investissement est en train de perdre des milliards d'euros. Qu'en pensez-vous? Oui, mais allez convaincre Netanyahou. C'est ça, le drame, c'est quoi? C'est que BlackRock, est-ce qu'il peut venir à la télé? Voilà, c'est ça le problème. Est-ce qu'il peut venir à la télé et dire nous avons un ennemi qui est à Tel Aviv et qui nous oblige à faire des choses qui ne sont pas dans l'intérêt des Américains. Voilà. Et ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Ils le font pas. Il se fait descendre. Enfin, il se fait descendre.
physiquement ou symboliquement, etc. Donc, ça, le drame de BlackRock. Il est à la tête d'un fonds de 15 000 milliards de dollars et il n'est pas capable de venir à la télé et de dire Israël, voilà, à cause d'Israël, nous allons perdre ça et ça et ça. D'ailleurs, le président de BlackRock, avec un président de Goldman Sachs, était aux Émirats Arabes Unis cette semaine pour voir comment arranger les choses, etc. Parce que bon, ils savent, ils perdent. Et avec les pays du Golfe, les Américains sont en train de perdre des milliers de milliards. Voilà. Okay, et c'est ça le prix payé par l'Amérique à sa soumission à Israël. Très bien. Il y a une question pour vous, M. Cohen, vite fait. C'est concernant Roy Cohn, le menteur de Trump. Selon vous, est-il sioniste? Je ne sais pas. Je sais que c'est l'avocat, mais c'était l'avocat de Trump dans les années 80. D'ailleurs, c'était un homosexuel qui était, enfin bon, qui avait des mœurs très, bon, voilà, un peu le style, comment on dit déjà, le chemsex ou je sais pas quoi. Bon, ouais, bon, cas, c'est quelqu'un de très roublard, de très diabolique, mais je ne sais pas s'il est toujours là, mais je sais qu'il était son avocat dans les années 80 ou 90. Je ne sais plus, est-ce qu'il est toujours là? Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler de lui ces derniers temps. Je sais pas. Très bien. Vous reprenez une dernière question ou... Allons-y, on prend une dernière question. Alors, je regarde vite fait dans le chat. Là, j'en ai une. C'est sur les... alors, voilà. C'est sur les usines de dessalement au Moyen-Orient. Oui. Donc, les pays du Moyen-Orient sont dépendants de ces usines-là. Oui. Peuvent-ils être, si je comprends bien la question, peuvent-ils être protégés correctement? Pas du tout. Pas du tout. L'Iran peut les détruire en une heure. Voilà, c'est simple. Il n'y a aucun moyen de défense. Les pays du Golfe le savent. L'Amérique doit le savoir. Israël le sait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Trump hésite. Trump et son entourage. Parce qu'ils savent que l'Iran aujourd'hui a montré qu'il ira jusqu'au bout. L'Iran, s'il est bombardé de manière à le remettre à l'âge de pierre, à le ramener à l'âge de pierre, comme rêvait Trump, il l'a dit, hein, le monde, en tout cas le Moyen-Orient, sombrera avec lui. Et ça sera une catastrophe économique mondiale terrifiante. C'est-à-dire que vous supprimez l'énergie électrique, ça veut dire l'air conditionné, plus le dessalement, les pays du Golfe, ils iront chercher quelque part, enfin je ne sais pas, refuge. Ils prendront leur tente et puis ils iront camper dans le désert du Sinaï, par exemple. Voilà, parce que ça sera invivable. Et il n'y a aucun moyen de défense parce que toutes les bases américaines censées les défendre ont été détruites. Donc, vraiment, les pays du Golfe sont à la merci de l'Iran. Voilà. Ok, très bien, Monsieur Cohen, je ne vais pas vous retenir plus. Merci. Merci à vous en tout cas, et on va comment dire, on va suivre de près ce qui va se passer ce week-end, hein, puisqu'il y a, selon ce qu'on a comme information, il y aurait des tractations pour de nouveau négocier ce week-end. On en reparlera la semaine prochaine, hein, on suit l'évolution de la situation. Très bien. Je peux vous dire en tout cas que Trump a envoyé Witkoff et Kushner et que les Iraniens leur ont fait un droit d'honneur. Voilà. Ils leur ont dit qu'ils aillent là-bas et qu'ils fassent du tourisme. Voilà. Donc, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci, M. Cohen. Bon week-end à vous. À bientôt. Merci.
Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. Alors bien sûr, cette émission a été courtée exceptionnellement. Hein. On suit ça de près. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec Jacob Cohen. Et on fera aussi un point sur les discussions qu'il y a eu à l'ONU concernant la question du Sahara occidental. Il y a eu une première session qui s'est tenue à huis clos hier. Il y en aura une autre le 30 avril. Et donc, à partir de ça, on fera un point sur la question. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. Que la paix soit sur vous. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent revoir en rediff, abonnez-vous à la chaîne Altitude sur YouTube. Vous avez le petit lien pour soutenir la chaîne. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.